Cet été, je vous emmène avec mon partenaire RZN Radio à la rencontre de nouvelles voix. C'est une série de rencontres imaginées par RZN que j'ai le plaisir de vous faire découvrir jusqu'à début août. Vous y croiserez des personnalités attachantes, atypiques, certaines connues, d'autres anonymes, des histoires qui m'ont touchée et que j'ai choisies pour ça. Et courant août, on se retrouve avec des replays de La Petite Voix pour découvrir ou redécouvrir certains épisodes. Bonne écoute et bel été! Ce que vous allez entendre est une histoire de résilience. On avait de la gaieté, c'était bien, on discutait, on faisait les veillées ensemble. Qui amène aussi par des pratiques en rencontrant l'autre, se connecter, à s'unir. Qui m'ont appris à discuter avec l'autre, à accompagner l'autre et à avoir un œil. En tout cas, l'histoire a été racontée et il y a quelque chose qui peut être par la suite partagé. Donner envie aux gens de venir avec toi dans l'histoire que tu racontes. Il y a toujours un merci derrière. Merci par ton malheur de nous donner l'occasion de rire. Rencontre par RZN. Il y a quelques années, j'ai décidé de limiter mes voyages en avion à un par an. Alors, ce nouvel an à Barcelone, j'ai mis mon veto et mon groupe d'amis m'en a un peu voulu. Par exemple, on me répète souvent que l'avion part quand même, avec ou sans moi, et c'est vrai. Mais je le fais surtout pour ma conscience, parce que de toute façon, je ne pars pas tous les 4 matins en voyage, ça ne me coûte pas trop. Ma tante, elle, est hôtesse de l'air, et pour elle, c'est plus compliqué, puisque c'est son métier. Et ça a été aussi le vôtre. Anthony Viau, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc bien installé sur le canapé d'RZN Radio. Et vous avez été pilote de ligne pendant plus de 20 ans. Vous avez arrêté, vous n'étiez plus aligné. Votre prise de conscience écologique et votre cheminement, vous l'expliquez dans un livre, Voyage interrompu, confidence d'un pilote éco-anxieux, publié chez l'Aube. Parce que c'était un rêve d'enfant d'être pilote de ligne, mais à un moment, il n'y avait plus trop de sens. Alors effectivement, c'était un rêve d'enfant. Je n'ai pas tout de suite été dans cette voie-là, disons, puisque j'étais pas très très bon à l'école, surtout en matière scientifique. Et du coup, j'ai commencé par étudier dans une école de commerce. Donc là, je m'étais un petit peu éloigné de ce rêve-là. Et puis finalement, le rêve m'a rattrapé. Moi, ma mère était également hôtesse de l'air, donc ça, peut-être la voir partir dans son uniforme, voler de temps en temps avec elle en avion pour aller aux États-Unis ou ailleurs, voir le cockpit. Quand on rentre dans l'avion, on tourne la tête à gauche et on voit le cockpit. Tout ça, c'est un peu magique. Donc il y a sans doute plein de causes. Après, j'habitais dans un village où il y avait un petit aérodrome, donc on voyait les avions régulièrement aussi. Mais à cette époque-là, ça me paraissait assez fou en fait de faire ce métier-là. Donc j'avais ce rêve, mais qui était quasiment inaccessible, quoi. Donc vous êtes devenu pilote. Oui. Vous avez exercé ce métier, vous avez voyagé un peu partout. Et puis progressivement, vous allez nous l'expliquer, mais à un moment, vous avez commencé à vous questionner comment ça s'est passé. Oui, ça a été vraiment, ça a infusé tout doucement dans ma tête. Au départ, j'avoue que dans les années 2000, là, quand j'ai commencé à travailler à Air France, on n'était pas du tout conscient de tout ça. Enfin, à l'époque, on ne parlait pas vraiment à la télé, etc., d'écologie, vraiment comme on en parle aujourd'hui. Aujourd'hui, on a l'impression que on a toujours su ce qui se passait, mais en fait, ce n'est pas du tout comme ça qu'on le vivait à l'époque. À l'époque, l'écologie, c'était une marée noire de temps en temps, ce genre de choses. Parce qu'on n'était pas vraiment au courant. Alors, il y avait certaines grandes entreprises qui étaient déjà au courant, mais dans le discours, disons, des médias, ça ne transpirait pas tant que ça. Donc, du coup, je ne me suis pas vraiment posé de questions au départ. Et puis, c'est petit à petit, en fait, finalement, en voyant la Terre vue d'en haut, on peut dire, que j'ai commencé à prendre conscience qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Et puis petit à petit, par exemple au-dessus des Alpes, on voyait les glaciers qui fondaient de plus en plus, au-dessus du Groenland. Ça, vous en prenez conscience depuis le cockpit ? Petit à petit, depuis le cockpit. Mais ça a mis très très longtemps à monter au cerveau, on va dire, parce que en fait, on a un biais cognitif en nous, on l'a tous, qui est le biais de normalité, ça s'appelle. Et c'est un biais en fait où notre cerveau refuse de voir la vérité en face
quand il s'agit du changement. Donc on a l'impression que toute notre vie, les choses vont rester comme elles sont aujourd'hui, parce que c'est sans doute une manière pour le cerveau de se protéger, mais du coup, quelque part, on refuse un peu de voir le changement. Même si on le touche du doigt, notre cerveau se met des barrières, voilà, et finalement, on continue à faire notre activité, ce qui nous permet de vivre, de gagner notre vie, sans trop se poser de questions. Et puis, mais bon, dans mon cas, petit à petit, les questions ont commencé à être de plus en plus prégnantes, avec l'information aussi dans les médias qui étaient de plus en plus là. Les vidéos sur YouTube, les conférences des experts comme Jean-Marc Jancovici, ce genre de personnes. Ça a permis à mon cerveau de quand même, au bout d'un moment, se dire, malgré qu'il y a ce biais de normalité, il y a quand même, j'ai l'impression, un problème. Et là, moi, qu'est-ce que je fais dans mon métier ? Est-ce que je participe au problème ou est-ce que je participe à rendre la vie sur Terre plus vivable ? C'est la première option, quoi. Je participe à rendre la vie sur Terre moins vivable, en fait. Voilà. Donc, au bout d'un moment, ça a pris tellement de place dans ma vie et dans mon cerveau que je suis devenu éco-anxieux, tout simplement, comme beaucoup de gens. Il y a 25% des Français qui sont éco-anxieux. Donc là, c'est une anxiété qui est liée à la situation écologique et à l'urgence climatique. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est une sensation d'inquiétude quand je pense à l'avenir et quand je pense à l'avenir qu'on va laisser en fait à nos descendants. Voilà, c'est l'éco-anxiété pour moi. C'est une lucidité sur ce qui se passe et sur le fait qu'on n'est pas en train de répondre correctement à cette catastrophe qui est en train de se passer, quoi. Pour vous, il y a ce métier de pilote, il y a aussi tout le rythme de vie qui va avec. Donc, quelque part, cette décision, qu'est-ce qui fait que vous la prenez ? Alors ça, vous faites référence à un autre biais cognitif qui s'appelle le biais de coût irrécupérable. J'ai découvert tout ça petit à petit. Mais en fait, quand on investit énormément de soi, d'argent, de temps, d'émotions, de passion, de rêve dans une activité, ça devient, plus on investit en tout ça, plus c'est difficile de la quitter. Parce que, encore une fois, c'est notre cerveau qui se protège comme ça. Et donc là, dans mon cas, pilote de ligne, ça veut dire un rêve de gamin, un métier passion. C'est un métier où on gagne bien sa vie, où on voyage, on a un certain statut social finalement. Donc tout ça, moi j'appelle ça les menottes dorées. C'est-à-dire qu'on est un peu pris au piège, même si on s'en rend compte, comme ce qui s'est passé pour moi, comme je me suis rendu compte de tous les impacts que ça avait. Quelque part, je ne pouvais pas partir. Et la majorité des gens autour de moi, c'est ça. Même ceux qui sont conscients de ce qui se passe, ils ne peuvent pas partir parce qu'il y a tous ces biais. Donc en fait, il m'a fallu déconstruire, faire tomber toutes ces barrières, les unes après les autres, et m'imaginer que le futur serait joyeux, qu'il serait plein d'espoir, plutôt que de regarder ce que j'allais perdre. Là, j'allais aller vers autre chose qui serait plus conforme à mes convictions. Voilà. C'est une forme de courage, de folie. Ouais, j'en sais rien. Quelque part, il y a une partie de moi qui trouve que c'est un peu du courage, l'autre partie de moi qui trouve que c'est de la folie. Après, le courage, c'est un grand mot, parce que pour moi, quelqu'un de courageux, c'est une maman qui protège son enfant dans les tirs en Ukraine ou à Gaza, ou ce genre de choses. Moi, c'est pas vraiment du courage, parce que même si je démissionne, ce que j'ai fait, je garde quand même, j'ai mis de l'argent de côté, j'habite à Paris et à Vannes en Bretagne, donc c'est de la lucidité une fois de plus. Quand vous décidez de démissionner, vous le postez sur LinkedIn. Et là, vous avez tout un tas de réponses encourageantes, mais pas que, parce qu'en fait, votre décision qui vous concerne, qui concerne votre parcours de vie, votre parcours professionnel, elle touche aussi quelque part les autres. Oui, alors après, effectivement, de toute façon, j'ai pris la décision de faire un post pour annoncer ma démission, pour annoncer ce que je faisais ensuite, c'est-à-dire me consacrer à la santé humaine et planétaire au travers de la naturopathie, qui est mon nouveau métier. Et puis, j'ai annoncé également que j'allais écrire un livre. Donc, effectivement, il y a eu de toutes sortes de réactions très positives, de soutien, et notamment de la part de collègues, d'anciens pilotes ou de même pilotes en fonction, ou d'hôtesses de l'air, etc., ou de stewards. Mais il y a également eu, de la part notamment de certains pilotes, des réactions agressives parce que
quelque part, ça remet en question, eux aussi, leurs fondamentaux. Pourquoi vous décidez d'en faire un livre ? Alors après, j'ai beaucoup hésité, en fait, déjà à rendre publique ma démission, parce que j'aurais très bien pu partir en Bretagne, tranquillou, rien dire à personne, et puis voilà, c'était une option. Et puis finalement, je me suis dit, si je fais ça, en fait, ma démission, quelque part, elle sert à rien, à part me réaligner moi, mais c'est un petit peu égoïste. Donc, qu'est-ce que je peux faire, finalement, pour essayer de partager mon parcours, partager mon témoignage, et peut-être faire en sorte que ça inspire quelques personnes. Mais c'est pas à la base pour ça que je l'ai fait, mais si le résultat est d'inspirer des gens, tant mieux. Et puis, c'était un petit peu la fin du cheminement pour moi. C'était une suite logique à ce cheminement de modifier un peu ma manière de voir les choses, de voir la vie. Donc, c'était un exercice aussi qui était intéressant pour moi. Voilà. Donc, vous étiez pilote de ligne éco-anxieux et maintenant, vous êtes naturopathe. Exact. Ce changement, qu'est-ce qu'il veut dire pour vous ? Après, en termes d'éco-anxiété, elle est toujours un peu là parce que, une fois de plus, je considère que je suis plutôt éco-lucide ou éco-réaliste. Éco-anxieux, il y a une dimension très sombre, en fait. Et donc, moi, je préfère parler de réalisme parce que c'est plus lumineux, je trouve, d'éco-lucidité. Mais après... c'est certain que ça va. Moi, je ne vais pas sauver la planète, donc je ne fais pas ça non plus pour sauver la planète. Je fais ça pour me réaligner avec ce que j'ai vraiment en moi, écouter ma petite voix, écouter ma conscience. Et puis, j'aime bien parler d'une balance aussi entre, d'un côté, un des plateaux de la balance, c'est tout ce qui est négatif lié à cette éco-anxiété, à toutes ces prises de conscience. Et puis de l'autre côté, c'est le côté positif du transport aérien, du métier de pilote. Et finalement, petit à petit, la balance s'est mise à pencher de plus en plus du côté toxique, négatif. Et donc, en fait, j'ai fait que écouter ça. Mais cette balance-là, moi, dans le livre, je parle de ça, mais je considère que c'est ça la conscience, en fait. C'est ça, sa petite voix. Quand on écoute ça, quand on regarde dans les yeux cette balance, on sait ce qu'on a à faire. Voilà. Après, on a l'opportunité ou pas de suivre cette petite voie. Et ça dépend des gens, des situations des gens. Moi, je pouvais parce que j'étais dans une situation financière et personnelle qui me permettait de le faire. Il y a des gens qui sont coincés, qui ne peuvent pas, même en ayant pris conscience de tout ce qu'on veut en termes d'écologie. Voilà. Donc, j'ai juste suivi cette petite voie, cette conscience intérieure. Et j'ai eu la possibilité de le faire aussi, la chance de pouvoir le faire. Après, j'ai pas de conseils à donner à personne. Moi, je dis jamais aux gens, il faut pas prendre l'avion ou ce genre de choses. Je dis toujours, en tout cas dans mon domaine, je dis toujours, voilà ce que j'ai fait moi. Et après, j'ai fait un livre donc pour témoigner de tout ça. Donc les gens peuvent lire mon livre s'ils veulent voir un petit peu la démarche. Mais je ne peux pas donner de conseils. C'est ce que je disais juste avant, en fait. Chaque situation est différente. Donc, c'est à chacun de faire le point, le bilan par rapport à sa vie, par rapport à là où il en est, où elle en est, dans ses prises de conscience et d'agir en conséquence. Voilà. Et donc, naturopathe, aujourd'hui, pour vous, c'est vraiment quelque chose qui vous aligne ? Vous avez retrouvé ce sens ? Oui, après la naturopathie, c'est vrai que c'est pas très très connu, mais en gros c'est comment prendre soin de sa santé grâce à des techniques naturelles, comment rendre son mode de vie bénéfique pour sa santé en fait. Donc ça veut dire qu'il faut se soucier de son environnement, de la nature. On n'a pas la santé de l'humain, on dit, est le reflet de la santé de la nature. Et actuellement, la santé de l'humain, elle n'est pas bonne. Donc ça veut dire que la santé de la nature n'est pas bonne non plus. Donc pour moi, c'était revenir un peu à la source, revenir à des choses vraiment simples qui prennent en compte la nature, qui prennent en compte la vie sur Terre, le vivant. Dans nos vies au quotidien, on est en permanence en train de nuire sans s'en rendre compte même. Et là, l'idée, c'est un peu d'avoir un métier qui nuit moins à la vie sur Terre et au vivant, à la nature.
Votre livre, j'en rappelle le titre, Voyage interrompu, confidence d'un pilote éco-anxieux. Il a été publié chez l'Aube, là, tout récemment. Si on veut vous envoyer un petit message après la lecture du livre, ça se passe comment ? On peut me contacter sur LinkedIn, par exemple, ou sur Instagram. Voilà, c'est plus simple. Anthony Viaux, V-I-A-U-X. Merci beaucoup, Anthony. Avec plaisir, merci à vous. Bon, ça fait quelques jours que j'ai eu cet échange avec Anthony Viaux, qui a donc démissionné de son métier de pilote de ligne pour devenir naturopathe et être un peu plus en phase avec ses préoccupations écologiques et sociétales. Et je trouvais ça marrant d'enregistrer cette conclusion ici. Enfin, marrant, tout est relatif. Je ne sais pas si vous l'entendez derrière moi. Il y a un avion qui vient de passer. En fait, je suis actuellement dans un couloir aérien. Il y a des habitations comme ça qui vivent en dessous des passages et qui sont confrontées au nombre d'avions qui décollent et atterrissent chaque jour, chaque heure. Donc je ne sais pas si la décision d'Anthony aura véritablement un impact. En tout cas, c'est une rencontre qui fait réfléchir, je pense, et qui fait aussi faire le point. Pour poursuivre, vous pouvez écouter d'autres épisodes de notre collection de podcasts rencontres, comme celui-ci avec Philippe Croison, par exemple. 7 ans pour franchir les fameuses 5 phases du deuil, que ce soit la négation, la négociation, la dépression, la colère et enfin l'acceptation. Il m'a fallu 7 ans. Et après ces 7 ans-là, je me suis lancé dans l'aventure, dans toutes mes aventures que j'ai menées jusqu'à maintenant, et que je me fixe pas de limite. Même si quelqu'un vous dit non, c'est pas grave. Un épisode qui est donc d'ores et déjà disponible dans notre collection de podcasts Rencontres par RZN.